Ce matin-là, le village de Belle-Rivière était encore enveloppé d'une fine brume. L'air frais, descendant des collines boisées du Périgord, balayait doucement le chemin de terre qui serpentait entre les vignobles et les truffières. Le chant des coqs, s'élevant en écho par-dessus les murets de pierre sèche, annonçait le début d'un nouveau jour. Les habitants du village avaient l'habitude de se lever avec l'aube. Certains, une bêche sur l'épaule, se dirigeaient vers leur champ. D'autres, dans la pénombre de leur cuisine au feu de bois, faisaient couler un café noir bien serré. Et quelques-uns ouvraient déjà le rideau de fer de leur petite échoppe sur la place principale. Tout semblait suivre son cours habituel, immuable, comme si la paix devait régner éternellement sur cette terre simple et généreuse. Pourtant, ce matin-là, quelque chose était différent. Au bout d'un sentier, près de la petite rivière, un vieil homme du nom de Père Antoine s'arrêta net. Il venait de quitter sa maison, sa serpe à la main, pour aller tailler les ronces au bord de son terrain, mais son regard s'était figé sur une camionnette blanche, garée de travers sur l'accotement. La peinture était terne, des traces de rouille maculaient les angles des portières, et ses roues s'étaient légèrement enfoncées dans la terre détrempée par la pluie de la veille. Père Antoine pensa d'abord qu'il s'agissait simplement d'un véhicule de livraison tombé en panne pendant la nuit. Mais plus il s'approchait, plus un sentiment de malaise s'insinuait en lui. Une odeur âcre et pénétrante flottait dans l'air matinal, habituellement si pur. Ce n'était pas l'arôme de la paille humide ou du fumier, mais une puanteur nauséabonde qui lui retourna l'estomac. Le vieil homme porta à son nez le foulard qu'il portait autour du cou. Son cœur se mit à battre plus vite. Il jeta un regard à droite, puis à gauche, comme pour s'assurer que quelqu'un d'autre était témoin de cette étrangeté. Par coïncidence, un jeune homme du village, Julien, passa sur son vieux vélo. Voyant Père Antoine immobile, il freina. « Qu'est-ce qu'il y a, Père Antoine » demanda Julien d'un ton curieux. Le vieil homme désigna la camionnette. « Cette odeur, mon garçon. Ce n'est pas une odeur normale. Ton nez doit aussi la sentir. » Julien fronça les sourcils et descendit de son vélo. À mesure qu'il s'approchait, son visage devint blême. C'était vrai. Un relent de viande en décomposition, mêlé à une senteur âcre de sang, lui donna la nausée. Ils se regardèrent, hésitant à ouvrir la porte arrière du véhicule. Bientôt, quelques autres habitants les rejoignirent. Madame Brigitte, qui étendait son linge, 2 ouvriers agricoles en route pour le marché, et plusieurs vignerons qui empruntaient ce chemin. Ils se rassemblèrent, se couvrant le nez avec leurs mains. Les murmures commencèrent. Certains supposaient qu'il s'agissait d'une carcasse de vache, d'autres de poisson pourri. Mais une voix plus basse, chargée de peur, chuchota, « Et si ? Et si c'était un corps ?» L'atmosphère devint oppressante. Julien, le plus jeune, prit son courage à 2 mains et grimpa à l'arrière du véhicule. Sa main tremblait en tirant sur la poignée de la porte métallique. Les habitants retinrent leur souffle. Dès que la porte s'ouvrit, un cri d'horreur collectif déchira le silence. Devant eux, un spectacle inconcevable. Des dizaines de corps humains, nus et entassés les uns sur les autres. Certains étaient déjà cyanosés, d'autres enflés, et quelques-uns commençaient à suinter. Des mouches vrombissaient, leur bourdonnement emplissant l'air. L'odeur pestilentielle, maintenant libérée, était si intense que plusieurs personnes vomirent sur place. Une femme s'évanouit. Un jeune homme hurla le nom de Dieu. Père Antoine chancela, ses genoux flageolants. Il faillit s'effondrer. Julien sauta de la camionnette, le visage livide. Mon Dieu, ce sont des cadavres. Il y en a tellement. Il était presque incapable de formuler un nombre. Le village fut pris de panique. Certains coururent chercher monsieur le maire, Jean-Pierre Moreau. D'autres cherchèrent désespérément un signal sur leur téléphone pour appeler la gendarmerie. La paix matinale de Belle-Rivière avait volé en éclats, remplacée par une panique contagieuse qui se propagea comme une traînée de poudre. En moins d'1 heure, la petite route était noire de monde. Certains pleuraient à chaudes larmes, d'autres tentaient de cacher les yeux de leurs enfants. D'autres encore restaient figés, comme incapables de croire à ce qu'ils voyaient. Au café du village, d'ordinaire si bruyant, on n'entendait plus que le murmure des prières de quelques vieillards qui récitaient des versets en regardant vers la camionnette. Père Antoine, toujours tremblant, dit d'une voix rauque, « De toute ma vie, je n'ai jamais vu une chose pareille. » Lorsque les gendarmes arrivèrent, enfin avec leurs véhicules de patrouille et les ambulances, le chaos s'intensifia. Les sirènes déchiraient l'air. Un périmètre de sécurité fut rapidement établi et l'équipe d'identification criminelle, masques et gants enfilés, commença son travail macabre. Un par un, ils sortaient les corps de la camionnette. Les villageois ne pouvaient que regarder, abasourdis, comptant silencieusement,
essayant d'accepter la terrible réalité qui se déroulait sous leurs yeux. Le commissaire Luc Bresson, chef de l'enquête venu de la police judiciaire de Périgueux, se tenait là, le visage tendu. Ses yeux fixaient avec intensité l'amas de corps rigides. La voix d'un technicien résonna clairement, nombre total, 79. Un silence de mort s'abattit sur la foule. Personne n'osait parler. Le chiffre était trop énorme, trop monstrueux pour un petit village comme Belle-Rivière. La nouvelle se propagea à une vitesse foudroyante. Les journalistes commencèrent à affluer. Les caméras se tournèrent dans toutes les directions. Des micros furent tendus à quiconque semblait savoir quelque chose. Mais personne ne comprenait vraiment comment une camionnette contenant 79 cadavres avait pu finir sa course dans leur petit village. Au milieu de l'agitation, une femme s'approcha de la foule d'un pas pressé. Ses longs cheveux bruns étaient noués en une queue de cheval soignée. Son visage était d'une beauté classique, bien que son expression fût sérieuse. Elle s'appelait Élodie Dubois. Presque tout le monde à Belle-Rivière la connaissait comme la représentante sympathique d'une marque de jus de fruits biologiques, toujours prête à aider. Elle regarda la camionnette, la main devant la bouche. « Mon Dieu, comment peut-il y avoir autant de morts dans notre village ?» Sa voix était un murmure, comme si elle partageait le choc général. Quelques habitants se tournèrent vers elle. Madame Brigitte, le visage crispé par l'inquiétude, s'approcha. « Élodie, vous n'êtes au courant de rien, n'est-ce pas ? Cette camionnette n'appartient pas à votre entreprise. Si ? » Élodie secoua vivement la tête, les yeux embués de larmes. « Non, Madame Brigitte. Les véhicules de mon entreprise ont toujours un grand logo sur le côté. Celui-ci est anonyme, ce n'est clairement pas le nôtre. » Ses paroles semblaient convaincantes, comme si elle était aussi horrifiée que les autres. Pourtant, derrière son visage pâle, un sourire imperceptible apparut une fraction de seconde avant de disparaître. Personne ne le remarqua. Seule Élodie savait que ce matin n'était pas seulement une tragédie. C'était le début d'une tempête bien plus grande qui allait secouer Belle-Rivière jusqu'à ses fondations. L'atmosphère habituellement paisible de Belle-Rivière s'était transformée en un cauchemar éveillé. Du matin jusqu'au soir, la nouvelle de la camionnette et de ses 79 occupants s'était répandue comme une maladie. De bouche à oreille, du bistrot à la petite église au bout du hameau, tout le monde parlait de la même chose. Les enfants, qui d'habitude couraient dans les rues, étaient maintenant confinés chez eux par des parents terrifiés. Les portes des maisons étaient fermées à double tour, certaines même barricadées avec des planches. À la mairie, des dizaines d'habitants s'étaient rassemblés, les visages blêmes. Quelques femmes pleuraient en silence, serrant leurs enfants contre elles. Les hommes étaient assis, agités, se tenant les genoux ou se passant une main lasse sur le visage. Personne n'aurait jamais imaginé que leur terre, si fertile et tranquille, puisse être le théâtre d'une telle horreur. Certains étaient incapables de parler, le regard vide, comme si la peur avait anéanti leur courage. Père Antoine était assis dans un coin, la tête basse. Il se souvenait encore de l'odeur pestilentielle, de l'amas de corps bleuis, et des cris des villageois lorsque la porte s'était ouverte. Ses mains tremblaient toujours, malgré les verres d'eau qu'on lui avait offerts. Julien, le jeune homme qui avait ouvert la porte, n'était pas loin. Son visage était d'une pâleur cadavérique, ses yeux hagards. L'image macabre semblait gravée à jamais dans sa mémoire. Le chaos s'amplifia lorsque plusieurs familles des villages voisins arrivèrent à la mairie, brandissant des photos de proches disparus au cours des derniers mois. Une mère d'une 50aine d'années hurlait en montrant le portrait de son fils, parti depuis 2 semaines sans donner de nouvelles. Père Antoine ne pouvait que baisser la tête, le cœur lourd. Était-il possible que l'un des 79 cadavres soit l'un de leurs enfants ? Les sanglots redoublèrent, emplissant la pièce d'un chagrin insupportable. Pendant ce temps, à l'extérieur de la mairie, les rumeurs allaient bon train. Certains parlaient d'un réseau de trafic d'êtres humains. D'autres murmuraient que c'était une malédiction, une punition pour les péchés du passé. Quelques anciens se souvenaient même d'une histoire vieille de plusieurs décennies, un scandale de travail forcé dans une carrière d'ardoise près du village voisin d'Ardoise-Noire. Peut-être que tout ça est lié, disait-il. Les gens écoutaient, le visage blême, sans oser y croire. Mais la peur et la suspicion commençaient à s'infiltrer dans les cœurs. Le nom d'Élodie fut également mentionné. Bien qu'elle soit connue pour sa gentillesse, offrant des échantillons gratuits de ses jus et aidant souvent les malades, certains commencèrent à chuchoter. N'utilise-t-elle pas souvent une camionnette, elle aussi ? Son visage n'avait-il pas l'air étrange ce matin près du véhicule ? La rumeur se propagea lentement, de bouche à oreille, comme un petit feu courant dans l'herbe sèche. Madame Brigitte, assise sur le pas de sa porte, entendit ces chuchotements.
Elle réprimanda aussitôt les médisants d'une voix forte, « Ne dites pas n'importe quoi. Élodie est une bonne personne. Elle m'a souvent aidée quand mon mari était malade. Il est impossible qu'elle soit impliquée. » Mais ces paroles ne suffirent pas à éteindre le doute. Certains hochèrent la tête en signe d'approbation, d'autres restèrent silencieux, le visage inquiet. Le doute était semé. Pendant ce temps, le commissaire Bresson et son équipe s'activaient sur les lieux. Un par un, les corps étaient sortis de la camionnette, placés dans des housses mortuaires, puis transportés dans les ambulances. L'odeur de formol et de sang se mêlait à l'air du village, poussant de nombreux habitants à s'éloigner. Bresson se tenait là, la mâchoire serrée. Il avait des années de service, mais la vision de 79 cadavres était un cauchemar qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Lorsque les journalistes le pressèrent de questions, il répondit sèchement, « Nous enquêtons. Je demande aux habitants de rester calmes. Personne ne doit tirer de conclusions hâtives. » Mais il savait que retenir les rumeurs était aussi difficile que de retenir le vent. Les gens, terrifiés, chercheraient des réponses, même dans des chuchotements sans fondement. À l'approche du soir, les cloches de l'église sonnèrent l'Angélus. Mais cette fois, personne ne s'y rendit le cœur léger. Les pas des fidèles semblaient lourds. La voix du curé était rauque lorsqu'il guida la prière après la messe, implorant protection et pardon. Quelques femmes, assises sur le parvis, pleuraient en priant pour que leurs proches ne fassent pas partie des 79 victimes. Élodie, elle, était assise chez elle. Son visage semblait pâle. Quelques voisins vinrent la réconforter, lui assurant que tout cela n'était sûrement que calomnie. Élodie sourit faiblement, les remerciant d'une voix douce. Mais une fois la porte refermée, son sourire disparut. Elle regarda par la fenêtre, les yeux froids, comme si son esprit était ailleurs. Cette nuit-là, Belle-Rivière devint silencieuse. D'habitude, les enfants jouaient encore à cache-cache dans les ruelles où le son d'un vieil accordéon s'échappait du bistrot. Mais ce soir, il n'y avait que le chant des grillons et l'aboiement lointain d'un chien. Les habitants restèrent chez eux, portes closes, priant en silence. La peur s'était glissée partout, une ombre noire hantant chaque recoin du village. Et au milieu de cette ombre, le nom d'Élodie commençait à résonner dans de nombreux esprits. Ne savait-elle vraiment rien, ou son sourire amical n'était-il qu'un masque? La question flottait dans l'air, sans réponse. Mais tout le monde savait que depuis ce matin, Belle-Rivière ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, Belle-Rivière s'était transformée en un centre d'attention nationale. Le chemin de terre, habituellement emprunté par des tracteurs et de vieux vélos, était désormais encombré de voitures de la gendarmerie, d'ambulances et de véhicules de presse. Les caméras de télévision étaient alignées au bord de la route. Des micros étaient tendus vers quiconque semblait connaître un bout de l'histoire. Les villageois, d'ordinaire réservés, étaient mal à l'aise, dérangés par les flashs aveuglants des appareils photos. Des journalistes de Périgueux, de Bordeaux et même de Paris étaient arrivés en masse. Ils posaient tous les mêmes questions avec insistance. Est-il vrai qu'il y avait 79 corps dans la camionnette? Qui l'a découverte en premier? A-t-il des habitants du village portés disparus? Ces questions ne faisaient qu'accroître la confusion des habitants. Certains choisissaient de se taire, d'autres répondaient brièvement avant de s'éloigner rapidement. Leur peur était encore trop vive pour être transformée en reportage. À la mairie, l'atmosphère n'était pas moins tendue. Des dizaines d'habitants s'étaient à nouveau rassemblés, cette fois non seulement pour chercher des réponses, mais aussi pour échapper à la cohue des journalistes. Père Antoine, encore sous le choc, était assis sur un long banc, le visage cireux. Julien, le jeune homme qui avait ouvert la porte, gardait la tête baissée, évitant les regards des curieux venus l'interroger. Madame Brigitte était occupée à consoler quelques mères qui pleuraient, craignant que leurs proches ne fassent partie des victimes. Pendant ce temps, sur les lieux de la découverte, l'équipe d'identification criminelle travaillait sans relâche. Un par un, les corps en décomposition étaient sortis des housses mortuaires et transférés dans des ambulances. L'odeur de formol, mêlée à l'air de la campagne, obligeait certains habitants à se couvrir le nez. Les techniciens comptaient et recomptaient à voix haute le nombre de victimes pour qu'il soit clairement entendu, 79. Un chiffre qui faisait taire tout le monde, comme si les langues s'étaient nouées. Le commissaire Bresson se tenait près de la camionnette, le visage grave. Il notait chaque détail, essayant de reconstituer les pièces d'un puzzle encore confus. Pour lui, cette affaire était trop énorme pour être liée à un simple accident ou à un crime crapuleux. Il y avait quelque chose de méticuleusement planifié derrière tout cela. Au milieu de l'enquête, un gendarme trouva quelque chose dans la cabine du véhicule. Une chemise cartonnée défraîchie, glissée dans la boîte à gants. En l'ouvrant,
il y découvrit des bons de livraison à l'entête d'une société de distribution de jus biologiques. Le nom qui y figurait fit froncer les sourcils de Bresson, Élodie Dubois, responsable commercial secteur Dordogne. Les gendarmes se regardèrent. Un silence s'installa. Bresson prit la chemise avec précaution et ordonna à l'un de ses hommes de faire venir Élodie. Il savait que ce nom n'était pas inconnu. Presque tous les habitants connaissaient cette jeune femme comme une personne aimable, douce et serviable. Mais la preuve qu'il tenait entre ses mains n'était pas anodine. Peu de temps après, Élodie arriva d'un pas rapide. Son visage semblait inquiet, ses yeux embués de larmes, comme si elle partageait la douleur des habitants. Plusieurs personnes la saluèrent avec sympathie, tentant de la réconforter. Mais lorsque la police lui montra la chemise avec son nom clairement imprimé, l'atmosphère changea brusquement. Les villageois la regardèrent avec un mélange de confusion et de suspicion. Bresson la fixa droit dans les yeux. « Mademoiselle Dubois, nous avons trouvé des documents de livraison à votre nom dans la cabine de cette camionnette. Pouvez-vous expliquer pourquoi ils se trouvaient là ?» Sa voix était grave, pleine d'autorité. Élodie resta silencieuse un instant, puis prit une profonde inspiration. D'une voix douce, elle répondit « C'est exact, je travaille comme commercial pour une entreprise de jus biologique. Ces documents ont pu se retrouver là, car nous changeons souvent de véhicule. Mais je peux vous assurer que cette camionnette n'appartient pas à ma société. Notre entreprise appose toujours un grand logo sur ses véhicules, alors que celui-ci est anonyme. » La réponse semblait plausible, laissant certains gendarmes perplexes. Mais Bresson n'était pas facile à convaincre. Il la fixa plus longuement, essayant de lire son langage corporel. Un instant, il crut déceler une lueur froide dans ses yeux, mais elle disparut aussitôt. Trop fugace pour en être certain. Les habitants qui se tenaient autour commencèrent à chuchoter. Certains croyaient aux paroles d'Élodie, pensant que ce n'était qu'une coïncidence. D'autres trouvaient étrange que des documents officiels puissent se retrouver là par hasard. Madame Brigitte s'avança, prenant la main d'Élodie, et dit d'une voix tremblante « Allez, dis-nous la vérité. Ne nous laisse pas dans cette confusion. » Élodie baissa la tête, l'air résigné. « Je ne sais vraiment rien, Madame Brigitte. S'il y a eu une erreur, je suis prête à coopérer avec l'enquête. » Sa voix était si douce qu'elle inspirait presque la pitié. Mais pour Bresson, quelque chose clochait entre ses paroles et son regard. Les médias qui couvraient l'événement devinrent plus insistants. Ils enregistraient chaque seconde de ce bref interrogatoire, immortalisant le visage pâle d'Élodie. Les titres des journaux commençaient déjà à être rédigés, une jolie commerciale liée à la camionnette de la mort. Le village de Belle-Rivière, autrefois si paisible, était maintenant sous les feux des projecteurs nationaux, et devint même le sujet principal des journaux télévisés du soir. Alors que le soleil déclinait, l'atmosphère du village devint encore plus pesante. Les habitants ne craignaient plus seulement les cadavres découverts, mais commençaient aussi à se méfier les uns des autres. Le nom d'Élodie n'était plus seulement murmuré avec sympathie, mais aussi avec des points d'interrogation. Était-elle une victime des circonstances ? Ou bien le cerveau derrière la tragédie ? La question restait en suspens, mais elle suffisait à tendre les cœurs. Et derrière toute cette agitation, Élodie se tenait là, le visage calme. Elle baissait la tête, feignant la panique, tandis que son esprit tournait à toute vitesse. Un sourire imperceptible se dessina au coin de ses lèvres, si fin que personne ne le remarqua. Elle seule savait que tout cela n'était que le début. Ce soir-là, l'Institut médico-légal de Bordeaux grouillait d'une activité inhabituelle. Les ambulances se succédaient, apportant les housses mortuaires de Belle-Rivière. Une odeur de formol, de sang et de chair en décomposition se mélangeait, agressant les narines de quiconque passait dans le couloir. Les médecins légistes travaillaient sans relâche, portant masques et gants épais. Dans la salle d'autopsie, les corps rigides étaient alignés sur des tables en acier inoxydable, témoins silencieux d'une tragédie qui avait secoué tout le pays. Le commissaire Bresson se tenait dans un coin de la pièce, le visage grave. Il avait reçu le rapport confirmant les 79 victimes, mais il voulait en savoir plus. Quelle était la cause de leur mort ? Y avait-il des signes de violence ? Était-ce un accident ou un meurtre prémédité ? Le docteur Martin, un médecin légiste expérimenté, s'approcha, le visage sévère malgré la fatigue. Commissaire, presque toutes les victimes présentent des signes d'asphyxie. Pas de blessures graves ni de lacération. Elles sont mortes piégées dans un espace confiné sans ventilation. Plusieurs souffraient également de déshydratation sévère. Cela signifie qu'elles étaient vivantes lorsqu'elles ont été enfermées dans la camionnette. Elles ont ensuite lentement succombé à l'intérieur. Sa voix tremblait légèrement,
malgré ses efforts pour rester professionnel. Bresson serra les poings. Ce n'est donc pas un simple meurtre, c'est une lente torture. Laisser des gens mourir dans la panique et la terreur est un crime plus cruel qu'un coup de couteau. Un autre médecin ajouta, d'après l'examen de leurs vêtements, la plupart portaient encore leurs habits de travail. Il y a des tenues d'ouvriers, certains étaient même en bleu de travail, comme s'ils avaient été enlevés au milieu de leur journée. Il n'y a pas de signe de lutte majeure. Il est probable qu'ils aient été trompés ou drogués avant d'être enfermés. Cette nouvelle glaça l'atmosphère. Quelques jeunes gendarmes qui assistaient à l'autopsie devinrent pâles. L'un d'eux dut même sortir un instant pour calmer son estomac. Imaginez ces gens rendre leur dernier souffle, le visage collé contre le métal froid, en entendant les cris les uns des autres, était un cauchemar difficile à accepter. Bresson demanda des données plus détaillées. Les premières identifications révélèrent que la plupart des victimes étaient des habitants des environs. Plusieurs d'entre elles avaient été portées disparues au cours des derniers mois. Leurs noms réapparaissaient maintenant, mais dans un état sans vie. Sur un grand tableau à l'hôpital, les photos des victimes étaient affichées, provoquant des scènes de désespoir parmi les familles venues les identifier. Une jeune mère poussa un cri déchirant en reconnaissant le visage de son mari. Elle faillit s'effondrer si des proches ne l'avaient pas soutenue. Un vieil homme s'affaissa, anéanti, en voyant que son petit-fils, à peine adolescent, figurait parmi les victimes. Le chagrin se mêlait à la colère. Les gens n'avaient pas seulement perdu des êtres chers, ils se sentaient trahis par la réalité que le coupable pouvait être l'un des leurs. Pendant ce temps, à la mairie de Belle-Rivière, les rumeurs s'intensifiaient. Chaque famille endeuillée se demandait qui a pu faire une chose pareille. Certains accusaient un réseau criminel extérieur, d'autres commençaient à suspecter leurs propres voisins. Le nom d'Élodie refit surface dans les chuchotements. Ne conduisait-elle pas souvent une camionnette? N'y avait-il pas des documents à son nom dans la cabine? Élodie, elle, choisit de rester calme. Elle se rendit au marché du village ce soir-là, saluant quelques femmes avec un sourire doux. Elle distribua même quelques bouteilles de jus gratuitement, comme pour convaincre tout le monde de son innocence. Certains habitants, touchés, acceptèrent son sourire avec soulagement. Mais d'autres la regardaient avec méfiance. Son sourire ne semblait plus aussi pur qu'avant. Le commissaire Bresson organisa une réunion à la gendarmerie de Belle-Rivière. Il afficha les photos des victimes sur un grand tableau, les reliant avec un fil rouge. D'après les notes du médecin légiste, les victimes n'ont pas été choisies au hasard. Elles viennent toutes des villages environnants, principalement de Belle-Rivière et des hameaux voisins. Plusieurs familles de victimes ont été impliquées dans une vieille affaire, un scandale de travail forcé dans une carrière d'ardoise il y a plusieurs décennies. Commissaire, ce n'est pas une coïncidence, dit un jeune enquêteur. C'est comme s'il y avait un schéma, comme si quelqu'un ciblait délibérément un groupe de personnes liées au passé de ce village. Bresson regarda le tableau, la mâchoire serrée. Si c'était bien un schéma, alors ce n'était pas seulement une affaire criminelle, mais une vengeance héritée du passé. Et quiconque était derrière tout ça connaissait parfaitement les secrets du village. À l'extérieur du poste de gendarmerie, la nuit enveloppa de nouveau le village de peur. Les lumières des maisons furent allumées plus tôt, les portes verrouillées, et les enfants interdits de sortir. À l'église, une veillée de prière fut organisée pour implorer la protection divine. Mais derrière ces prières, un nom continuait de résonner dans les esprits. Élodie. Était-elle une simple victime de calomnie, ou son sourire amical n'était-il qu'un masque? La question n'était plus une simple rumeur, mais se transformait en une suspicion bien réelle. Ce midi-là, l'air autour de la gendarmerie de Belle-Rivière semblait lourd. Quelques habitants attendaient encore sur les bancs à l'extérieur. Certains devaient donner leur témoignage, d'autres voulaient simplement savoir ce qui allait arriver à Élodie. Le nom de la jeune femme était désormais au centre de toutes les conversations, tantôt admiré, tantôt suspecté. Élodie arriva d'un pas calme. Elle portait un chemisier simple d'un bleu clair. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés. Un petit sac à main était serré dans sa main droite. Son visage semblait pâle, mais elle restait élégante. En traversant la petite foule, certains habitants la saluèrent avec un regard confus. Il y avait ceux qui croyaient encore en sa bonté, et ceux qui commençaient à prendre leur distance, comme s'ils craignaient que la vérité ne soit pas celle qu'ils espéraient. Dans la salle d'interrogatoire, le commissaire Bresson était assis derrière un bureau. Face à lui, deux jeunes enquêteurs prenaient des notes, un enregistreur posé sur la table. Dès qu'Élodie entra, un silence s'installa. Seul le grincement d'un vieux ventilateur se faisait entendre, accentuant la tension. « Mademoiselle Dubois », commença Bresson d'un ton grave.
Nous avons trouvé des documents de livraison à votre nom dans la cabine de la camionnette qui contenait 79 cadavres. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Élodie baissa la tête un instant, puis inspira profondément. Monsieur le commissaire, je travaille effectivement comme commercial pour une entreprise de jus. Notre société possède plusieurs camionnettes, et il arrive que les documents se mélangent car les véhicules sont souvent utilisés par différentes personnes. Mais je vous assure que la camionnette retrouvée n'appartient pas à mon entreprise. Nos véhicules ont toujours un grand logo sur la carrosserie, alors que celle-ci était anonyme. La réponse semblait convaincante. L'un des jeunes enquêteurs se tourna vers Bresson, comme s'il hésitait à insister davantage. Mais Bresson n'était pas satisfait. Il se pencha en arrière sur sa chaise, fixant Élodie intensément. Vous êtes très appréciée dans ce village. Beaucoup disent que vous êtes aimable, généreuse, et que vous aidez souvent les malades. Mais je suis policier depuis trop longtemps pour me fier aux apparences. Je vous le demande donc une dernière fois. Êtes-vous absolument certaine de ne pas savoir pourquoi des documents à votre nom se trouvaient dans cette camionnette? Le regard d'Élodie changea l'espace d'une seconde. Une lueur froide traversa ses yeux, puis disparut, remplacée par un sourire amer. Je ne sais vraiment rien, monsieur. S'il y a eu une erreur, je suis prête à aider l'enquête. Sa voix était douce, mais Bresson sentait que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère de la pièce devint encore plus pesante. Les jeunes enquêteurs notaient chaque mot, mais leur regard se posait de temps en temps sur le visage d'Élodie. Certains éprouvaient de la pitié, d'autres frissonnaient devant son calme. C'était comme si elle n'était pas sous pression, mais simplement en train d'avoir une conversation ordinaire. À l'extérieur, les habitants qui avaient témoigné chuchotaient entre eux. Madame Brigitte restait catégorique. Il est impossible qu'Élodie soit impliquée. Elle est trop bonne. Mais Julien, le jeune homme qui avait ouvert la porte, dit à voix basse, la camionnette ressemblait beaucoup à celle qu'Élodie utilise souvent. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas de logo. Mais un logo, ça peut s'enlever. Je ne sais pas, je n'ose pas l'accuser, murmura-t-il. Pendant ce temps, à l'intérieur, Bresson tentait de creuser davantage. Élodie, vous savez que la plupart des victimes sont des habitants des environs. Certaines avaient même été portées disparues depuis plusieurs mois. Avez-vous vu ou entendu quelque chose de suspect avant cet événement? Élodie le regarda droit dans les yeux et répondit d'une voix posée, j'ai entendu parler des disparitions par les habitants, mais je n'ai jamais rien vu de mes propres yeux. Si j'avais su quelque chose, je l'aurais signalé, bien sûr. La réponse semblait logique. Pourtant, Bresson n'était toujours pas convaincu. Il sentait un mur infranchissable derrière les paroles douces d'Élodie. C'était comme si elle était passée maître dans l'art de dissimuler. Mais sans preuve solide, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il ferma son carnet et dit « Bien, pour l'instant, vous pouvez rentrer chez vous. Mais nous vous convoquerons peut-être à nouveau. » Élodie hocha la tête poliment, puis se leva. Avant de sortir, elle baissa la tête, fixant le sol, l'air résigné. Mais en se dirigeant vers la porte, un sourire imperceptible se dessina au coin de ses lèvres. Un sourire qui disparut aussitôt qu'elle ouvrit la porte et fit face aux habitants à l'extérieur. Les villageois la regardèrent avec un mélange de soulagement et de confusion. Certains la prirent dans leurs bras, lui disant qu'ils la croyaient innocente. D'autres restèrent silencieux, la fixant avec un doute qu'ils ne pouvaient exprimer. Élodie accueillit tout cela avec un sourire doux, remerciant chaque personne qui s'approchait. Cependant, une fois qu'elle s'engagea sur le petit chemin pour rentrer chez elle, son expression changea. Son sourire s'évanouit, remplacé par un regard froid qui semblait sonder le sol. Dans sa tête, les voix du passé murmuraient à nouveau. Elle se souvint de son père, forcé de travailler jusqu'à la mort, de sa mère, humiliée par les villageois avant de mourir de maladie, et de son petit frère qui n'avait jamais eu la chance de grandir. Cette blessure était toujours vivante en elle, alimentant des braises qui ne s'étaient jamais éteintes. Au loin, le ciel du soir rougissait. Belle-Rivière semblait silencieuse, comme si la ville avait déserté. Mais Élodie savait que la tempête ne faisait que commencer. La police pensait peut-être contrôler l'enquête, mais en réalité, chacun de leurs pas était guidé par sa main. Elle marcha droit devant elle, sans se retourner, laissant son ombre s'allonger sur le chemin de terre. Et derrière cette ombre, un sourire froid réapparut. Un sourire qui n'était plus amical, mais lourd de secrets. Ce soir-là, la mairie de Belle-Rivière était de nouveau pleine de villageois. La nouvelle des 79 cadavres restait le principal sujet de conversation. Les visages étaient sombres, les yeux rougis par les larmes, et les prières chuchotées dominaient l'atmosphère. Mais cette fois, quelque chose de nouveau se produisit.
La police annonça qu'un nouveau témoin s'était présenté. Il s'appelait Didier, un livreur occasionnel que beaucoup de gens connaissaient. Didier entra, le visage pâle. Il était mince, les épaules légèrement voûtées, et ses mains tremblaient en tenant sa casquette usée. Tous les regards se tournèrent vers lui. Certains habitants se demandaient à voix basse ce qu'il avait bien pu voir. Le commissaire Bresson se tenait à ses côtés, lui tapotant doucement l'épaule pour l'encourager. D'une voix tremblante, Didier commença à parler. « J'ai vu mademoiselle Élodie s'arrêter près du vieil entrepôt près de la rivière, monsieur le commissaire. C'était tard dans la nuit. La camionnette qu'elle conduisait est restée garée là un long moment. Je cherchais un endroit où m'arrêter pour la nuit, alors j'ai fait attention. » Sa voix était rauque, pleine d'hésitation, mais chaque mot rendait la pièce plus tendue. Il continua. « J'ai entendu des bruits venant de l'intérieur de la camionnette, comme des gémissements. Je n'ai pas osé m'approcher, mais j'en suis sûr, ce n'était pas le bruit du moteur ou d'un animal. C'étaient des voix humaines. Quand j'ai regardé Élodie, son visage était différent. Très froid, pas comme d'habitude. » Un murmure agité parcourut l'assemblée. Certains portèrent la main à leur bouche, choqués. D'autres se regardèrent, les yeux écarquillés. Madame Brigitte se leva, les larmes aux yeux, refusant de croire ce qu'elle entendait. « C'est impossible qu'Élodie ait fait ça. Elle est trop bonne. » Mais d'autres habitants commencèrent à hocher la tête, trouvant le témoignage de Didier plausible. Bresson regarda Didier d'un air pénétrant. « Pourquoi ne nous en avez-vous parlé que maintenant ?» Didier baissa la tête, ses mains tremblant encore plus. « J'avais peur, monsieur le commissaire. Élodie est une personne respectée dans le village. Si je me trompais, c'est moi qu'on aurait blâmé. Et puis, tout le monde la croit bonne. » Sa voix devint à peine audible. La salle devint encore plus chaotique. Certains habitants continuaient de défendre Élodie, suggérant que Didier avait peut-être mal vu. Mais d'autres commençaient à douter. N'y avait-il pas des documents au nom d'Élodie dans la camionnette? Et maintenant, un témoin l'avait vu s'arrêter près d'un vieil entrepôt? Ces pièces commençaient à former une image terrifiante. À l'extérieur de la mairie, Élodie était assise sur le porche de sa maison de location. Elle sirotait une tisane chaude avec un léger sourire, comme si aucune tempête ne menaçait son nom. Quelques voisins vinrent la réconforter, lui offrant même leur soutien. « Nous te croyons, tu n'es pas impliqué. Tout ça, c'est de la calomnie. Tu as tellement aidé les gens. » Élodie sourit doucement, hochant la tête. « Merci. Je veux juste que tout cela se termine rapidement. J'espère que la police trouvera bientôt le vrai coupable. » Ses paroles semblaient sincères, apaisant certains de ses partisans. Mais dès que la porte de sa maison se referma, son sourire disparut. Elle entra dans sa chambre, ouvrit un petit placard et en sortit une vieille clé en fer. Elle la caressa lentement. Ses lèvres murmurèrent « Pas encore. »« Patience. » Son regard était perçant, bien loin du visage doux qu'elle montrait aux habitants. Pendant ce temps, à la gendarmerie, Bresson tenait une réunion avec ses enquêteurs. Le témoignage de Didier pouvait être un tournant, mais il était risqué. Si c'était vrai, Élodie était de plus en plus impliquée. Si c'était faux, cela pourrait ruiner la réputation d'une personne sans raison. Bresson soupira, conscient que chaque décision prise désormais n'était plus seulement une question de loi, mais aussi de confiance des villageois. Cette nuit-là, la nouvelle du témoignage de Didier se répandit dans tout le village. Certains en parlaient ouvertement, d'autres chuchotaient à l'intérieur de leur maison. Les enfants, entendant leurs parents, demandaient innocemment « C'est vrai que la gentille madame Élodie est méchante ?» Cette question laissait les adultes sans voix. Élodie était au courant. Elle resta assise près de la fenêtre, regardant l'obscurité de la nuit. Un sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres. Pour elle, tout cela faisait partie du jeu. Les habitants pouvaient douter, la police pouvait la suspecter, mais elle sentait qu'elle pouvait encore tout contrôler. Pourtant, au fond d'elle, une autre voix chuchotait. La voix de son petit frère, une voix du passé qui ne s'était jamais éteinte. « Grande sœur, ne deviens pas un monstre. Je veux qu'on soit heureux. Pas comme ça. » Élodie ferma les yeux, retenant une vague d'émotions mêlées de souvenirs. Sa main serra la clé en fer encore plus fort, comme si cet objet était le lien entre son passé et sa vengeance présente. Et à Belle-Rivière, la nuit devint de plus en plus silencieuse. Les gens fermèrent leurs portes plus tôt. Les lumières des maisons étaient tamisées. Mais derrière ce silence, la peur continuait de grandir. Ils savaient que la vérité était encore cachée, et l'ombre d'Élodie hantait de plus en plus chacun de leurs pas. La nuit tomba sur Belle-Rivière, lourde et inhabituelle.
Une pluie fine commença à tambouriner sur les toits en tôle des maisons. Le vent transportait l'odeur de la terre mouillée, mêlée à une anxiété palpable. Dans une petite maison en bordure du village, Didier était assis, agité, sur une chaise en bois. Il tenait une tasse de café qu'il n'avait pas touchée. Son esprit était encore tourmenté par les événements de la journée. Les murmures des villageois, leurs regards, et les paroles du commissaire Bresson qui résonnaient dans sa tête. « Votre témoignage est crucial, mais soyez prudent. Si Élodie est vraiment impliquée, elle n'est pas une personne ordinaire. » Didier déglutit. Il connaissait les risques. Depuis son retour de la mairie, il n'était pas tranquille. Plusieurs fois, il avait eu l'impression que quelqu'un le suivait de loin. Mais chaque fois qu'il se retournait, la route était déserte, seulement éclairée par la lueur des lampes à huile des maisons. Il essayait de se convaincre que ce n'était que son imagination. Pourtant, son cœur battait à tout rompre. Toc, toc, toc. Soudain, des coups légers frappèrent à sa porte. Didier sursauta. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix nerveuse. Pas de réponse, seulement des coups plus forts. Toc, toc, toc. Avec précaution, il se leva, s'approcha de la porte et l'ouvrit lentement. La cour était vide. Il n'y avait que la pluie qui tombait et le bruit du vent dans les arbres. Mais son regard fut attiré par quelque chose planté dans le battant de la porte. Un petit couteau, avec une feuille de papier pliée. Ses mains tremblaient en retirant le papier. Ce qui y était écrit fit blêmir son visage. « Ta bouche pourrait devenir ta tombe. Tais-toi, ou ton corps rejoindra la prochaine livraison. » Le papier tomba de ses mains. Il recula jusqu'à trébucher sur sa chaise. Sa respiration était saccadée, une sueur froide coulait sur son front. Il savait que cette menace était réelle. Cette nuit-là, il ne put dormir. La lampe à huile resta allumée. Ses yeux surveillaient constamment la fenêtre et la porte. Le moindre bruit le faisait sursauter. Il voulait appeler la police, mais la peur le paralysait. Et si l'auteur de la menace le savait? Et s'il était vraiment la prochaine victime? Le lendemain matin, une terrible nouvelle se répandit rapidement. Le commissaire Bresson et quelques gendarmes se rendirent chez Didier après avoir été informés de la menace. Mais lorsqu'ils arrivèrent, la porte était entr'ouverte. Personne ne répondit à leurs appels. Ils entrèrent avec précaution, et ce qu'ils découvrirent glaça le sang de tout le monde. Le corps de Didier gisait sur le sol de la cuisine. Un tissu était enroulé autour de son cou, son visage était bleu, ses yeux exorbités fixaient le plafond. Il y avait une petite blessure à son poignet, signe qu'il avait tenté de se débattre, mais il était trop tard. Les gendarmes restèrent figés. Quelques habitants qui les avaient suivis poussèrent des cris d'horreur. « Mon Dieu !» s'exclama un jeune gendarme, la main sur la bouche. « Il a été assassiné. » Le commissaire Bresson s'accroupit pour examiner le corps. Pas de signe de lutte acharnée. Ce n'est clairement pas un suicide. C'est un message. Sa voix était ferme, mais teintée de colère. Il savait que quelqu'un voulait s'assurer que Didier se tairait à jamais. La nouvelle de la mort de Didier se propagea plus vite que la pluie de la veille. Les habitants de Belle-Rivière sombrèrent encore plus profondément dans la peur. Si un témoin qui osait parler pouvait être tué chez lui, qui pouvait se sentir en sécurité? Au café, les gens chuchotaient que leur village était maudit. Le nom d'Élodie était de nouveau sur toutes les lèvres. Certains restaient convaincus de son innocence. D'autres commençaient à relier les points. Les documents à son nom, le témoignage de Didier, et maintenant sa mort. Trop de coïncidences pour être ignorées. Pourtant, Élodie se montrait comme à son habitude. Elle se promena au marché, salua les femmes, et distribua même quelques bouteilles de jus. Son sourire était chaleureux, ses paroles douces, comme si rien ne s'était passé. Mais quelques regards la fixaient avec suspicion. Elle ne pouvait éviter les chuchotements. On dit que les documents étaient à son nom. Vous croyez qu'Élodie serait capable de ça? Mais c'est quand même étrange que le seul témoin qui l'ait vu soit mort. Élodie entendait tout, mais ne laissait rien paraître. Elle savait que son masque fonctionnait toujours, les habitants étaient divisés. Certains la croyaient, d'autres doutaient, et elle savait comment entretenir ce doute. À la gendarmerie, Bresson ajouta la photo de Didier au tableau d'enquête. « Regardez ce schéma », dit-il à son équipe. Les victimes de la camionnette étaient des gens du coin. La camionnette est liée à Élodie. Le témoin qui la mentionne est tué de manière mystérieuse. Ce ne sont pas des coïncidences. Un enquêteur demanda « Avons-nous assez de preuves pour arrêter Élodie ?» Bresson secoua la tête. « Pas encore.
Ce ne sont que des indices. Si nous nous trompons, elle pourrait contre-attaquer avec ses alibis et le soutien des habitants. Il nous faut des preuves concrètes. Cette nuit-là, Belle-Rivière était encore plus terrifiante. Les habitants se barricadèrent chez eux. Même le chant des grillons semblait plus strident, ajoutant à la tension ambiante. Au milieu du silence, une chose devenait de plus en plus claire. Quiconque touchait au secret d'Élodie mettait sa vie en danger. Cette nuit-là, le ciel de Belle-Rivière était d'un noir d'encre. Des nuages épais voilaient la lune, rendant le sentier au bord de la rivière sinistre. Au milieu du bruissement des feuilles et du chant des grillons, 3 voitures de police s'arrêtèrent loin des regards. Leurs phares étaient éteints. Le commissaire Bresson descendit, le visage grave, accompagné de 2 jeunes enquêteurs, Mathieu et Pascal. Ils avancèrent prudemment vers le vieil entrepôt mentionné par Didier. Le bâtiment se dressait au bord d'une petite rivière. Ses murs en tôle étaient rouillés, certains troués par la vermine. Une grande porte en fer était cadenassée, mais le toit était affaissé. L'endroit semblait abandonné depuis longtemps. Pourtant, en s'approchant, Bresson sentit quelque chose d'étrange. L'air autour de l'entrepôt avait une odeur âcre, non pas de charogne, mais un mélange d'huile et de produits chimiques. Mathieu alluma sa lampe torche, éclairant le sol boueux. « Patron, regardez » dit-il à voix basse. Sur la terre humide, il y avait des traces de pneus de camionnettes récentes, mêlées à des empreintes de chaussures. Il y a eu de l'activité ici il y a peu de temps. Avec précaution, ils forcèrent le cadenas. La porte grinça en s'ouvrant, libérant une odeur âcre. Pascal se couvrit le nez avec son bras. « Quelle est cette odeur, patron ?» Bresson ne répondit pas. Il était déjà entré, le pas lourd. Leurs lampes torchées balayèrent l'intérieur, révélant un espace vide et sombre. Mais dans un coin, quelque chose les fit sursauter. Le sol de l'entrepôt était couvert de taches rouge-brun. Mathieu s'accroupit et en frotta une avec un chiffon. « C'est du sang, » dit-il, tendu. Bresson s'approcha, le regard fixe. Sans aucun doute. Ce sont les traces des victimes. Ils avancèrent plus loin. Dans un coin, il y avait des bidons vides, certains sentant encore les produits chimiques. Il y avait aussi des couvertures sales et des tissus avec des taches de sang séché. Pascal dirigea sa lampe torche vers un tas d'objets et s'arrêta net. Il venait de trouver un bracelet en plastique avec le nom de l'une des victimes identifiées à l'hôpital. « Patron, c'est une preuve » chuchota Théil. Les victimes étaient ici. Bresson serra le bracelet, les yeux plissés. Ce n'est pas une coïncidence. Cet entrepôt a servi de lieu de séquestration. Avant que les victimes ne soient transférées dans la camionnette. Soudain, un bruit de frottement se fit entendre derrière une paroi en bois. Mathieu et Pascal levèrent leurs armes. Ils s'approchèrent lentement, le cœur battant. Le bruit devint plus clair, comme quelque chose qui bougeait derrière les planches pourries. Ils dirigèrent leurs lampes torchées vers la source du bruit, et un gros rat s'enfuit, faisant sursauter Pascal, qui faillit tirer. Le silence revint, mais un sentiment de malaise persistait. Bresson regarda autour de lui. Ses yeux étaient perçants. Il avait l'impression que quelqu'un les observait de loin. Comme si quelqu'un connaissait chacun de leurs mouvements cette nuit. Après avoir sécurisé les lieux, ils commencèrent à collecter les preuves. Les tissus tachés de sang, les couvertures et le bracelet furent placés dans des sacs en plastique. Bresson prit quelques notes dans son carnet. Demain, tout cela serait analysé au laboratoire. Avant de sortir, Mathieu désigna l'un des murs. « Patron, regardez cette inscription. » Sur la tôle rouillée, il y avait un vague dessin au charbon de bois. Une série de traits croisés, comme si quelqu'un avait essayé de laisser une marque avant de perdre ses forces. Bresson le fixa longuement. Son cœur se serra. Il savait que ce n'était pas un simple gribouillage. C'était le dernier message des personnes piégées à l'intérieur. Ils sortirent de l'entrepôt, refermant la porte avec précaution. L'air de la nuit était de plus en plus froid. Le vent, venant de la rivière, transportait une odeur de sang qu'ils ne pouvaient chasser de leurs narines. En retournant vers la voiture, Mathieu murmura « Patron, si toutes ces preuves sont authentiques, cela signifie qu'Élodie est presque certainement impliquée. » Bresson hocha la tête. « Oui, mais nous devons rester prudents. Elle est douée pour brouiller les pistes, et beaucoup d'habitants lui font encore confiance. Un faux pas, et nous perdrons leur soutien. » Cette nuit-là, ils retournèrent à la gendarmerie, l'esprit préoccupé. Les preuves furent placées sous scellé, tandis que Bresson restait assis, pensif, à son bureau. Il regardait une grande carte du village accrochée au mur. Des points rouges marquaient les habitants disparus.
Plus il regardait, plus il voyait que tout convergeait vers un seul point, le village de Belle-Rivière. À l'extérieur, le village était plongé dans la peur. Les habitants restaient chez eux, portes closes, espérant que la tempête passerait. Mais dans l'ombre, quelqu'un observait. Élodie se tenait sur une petite colline non loin de la rivière. Son imperméable flottait au vent. De loin, elle pouvait voir les lumières des lampes torchées de la police entrer et sortir de l'entrepôt. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Laissez-les trouver des bribes. Ce ne sont que de petites pièces d'un jeu bien plus grand. Elle se retourna et quitta la colline. Sa voix, un murmure emporté par le vent nocturne, le jeu ne fait que commencer. Le matin, à Belle-Rivière, l'atmosphère était différente. D'habitude, les rues du village résonnaient des cris des enfants se rendant à l'école, les femmes portaient des paniers de légumes, et les hommes discutaient de la récolte au café. Mais maintenant, un silence pesant enveloppait le village. Les portes des maisons étaient fermées. Les gens ne sortaient que pour faire leurs courses, puis rentraient précipitamment chez eux. Depuis la découverte des 79 cadavres, la mort de Didier et les rumeurs sur l'entrepôt, la peur avait envahi le village. Personne n'osait sortir la nuit. Même la musique de l'accordéon du vieux bistrot de M. Paul s'était tue. Les habitants vivaient dans l'angoisse, se demandant qui serait la prochaine victime. Au milieu de cette atmosphère lugubre, Élodie se montrait comme à son habitude. Elle parcourait les rues du village avec son sac rempli de bouteilles de jus. Son visage était frais, ses cheveux soigneusement coiffés, et son sourire toujours aimable. Elle saluait tous ceux qu'elle croisait d'une voix douce. « Bonjour, Madame Brigitte. J'espère que vous allez bien. » Élodie lui offrit une bouteille de jus. Madame Brigitte la prit, la main tremblante, le regard hésitant. Elle la remercia à voix basse, puis rentra rapidement chez elle. Au bistrot de M. Paul, quelques hommes étaient assis en silence. D'habitude, ils plaisantaient. Maintenant, ils se regardaient avec méfiance. Les chuchotements étaient à peine audibles. L'un disait que les documents de la camionnette étaient au nom d'Élodie. Un autre répondait « Vous croyez vraiment qu'Élodie serait capable d'une chose pareille ?» Mais un troisième ajouta « C'est quand même une sacrée coïncidence que Didier soit mort juste après avoir parlé d'elle. » Élodie entendait ces rumeurs, mais elle se contenta de sourire en achetant une bouteille de thé. Elle les calma d'une voix douce « Ne vous inquiétez pas trop, tout ira bien. » Une phrase qui se voulait rassurante, mais qui, pour certains, provoquait un frisson inexplicable. Pendant ce temps, à la mairie, l'atmosphère était tout aussi tendue. Le commissaire Bresson avait affiché les photos de l'enquête sur un grand tableau. La camionnette, les documents au nom d'Élodie, le bracelet de la victime trouvé dans l'entrepôt, et une carte du village avec des points rouges marquant les habitants disparus. Plus les lignes étaient tracées, plus un schéma se dessinait. Les habitants ont de plus en plus peur, commissaire, dit le maire, monsieur Moreau, le visage pâle. Ils commencent à partir chez des parents, en dehors du village. Si ça continue, Belle-Rivière deviendra un village fantôme. Bresson serra les poings. Le coupable veut nous faire peur, mais nous ne devons pas reculer. Nous devons prouver qui est derrière tout ça. Mathieu, le jeune enquêteur, ajouta d'une voix tremblante. Patron, Élodie est toujours en liberté. Si c'est bien elle la coupable, elle a toujours une longueur d'avance sur nous. Il faut trouver un moyen de la piéger. Bresson hocha la tête, le visage lourd. Il savait qu'Élodie n'était pas une adversaire ordinaire. Elle était douée avec les mots, avait toujours des alibis, et, plus dangereux encore, elle avait encore la confiance d'une partie des habitants. De son côté, Élodie était assise sur le porche de sa maison de location cet après-midi-là. Quelques habitants lui rendirent visite, certains pour acheter ses produits, d'autres simplement pour lui montrer leur soutien. Une femme lui serra la main en lui disant qu'elle la croyait innocente. N'écoutez pas les calomnies. Élodie sourit doucement, les yeux brillants de larmes feintes. Elle les remercia et dit qu'elle voulait juste que tout cela se termine rapidement. Mais dès que les habitants furent partis, son expression changea. Le sourire disparut, remplacé par un regard froid et secret. Elle entra dans sa chambre, ouvrit un petit placard et en sortit un carnet usé. Les pages étaient remplies de noms barrés à l'encre rouge. Sa main s'arrêta sur un nouveau nom. Ses lèvres murmurèrent, comme si elle était seule à pouvoir s'entendre, il est temps d'en ajouter un autre. La nuit tomba. La pluie se mit à tomber, mouillant les tuiles des maisons. Élodie alluma une petite lampe à huile sur sa table. À côté du carnet, elle posa une vieille clé en fer. Elle la caressa lentement, comme si cet objet avait une signification particulière. Son regard était lointain, plein d'obsession. Dehors,
les aboiements d'un chien résonnaient. Quelques habitants encore, éveillés, fermèrent leurs fenêtres. Ils ne savaient pas que derrière le doux sourire d'Élodie, une nouvelle tempête se préparait. Le ciel de la Dordogne était d'un gris maussade lorsque le commissaire Bresson et Mathieu prirent la route pour le village d'Ardoise-Noire. La voiture de service avançait lentement sur une route sinueuse, bordée de vastes champs de blé qui commençaient à jaunir. Le voyage était silencieux, seul le bruit du moteur les accompagnait. Mathieu ouvrit un dossier usé. « Patron, j'ai trouvé des informations. Élodie a déménagé à Belle-Rivière il y a 5 ans. Avant cela, elle vivait à Ardoise-Noire avec sa famille. Les registres indiquent que ses parents sont morts dans un accident de travail, mais le rapport est vague, comme si on avait délibérément caché quelque chose. » Bresson regarda la route. « Je me souviens d'avoir entendu parler d'une affaire là-bas. Une carrière d'ardoise illégale qui exploitait les habitants. Beaucoup sont morts pour rien. » En entrant dans Ardoise-Noire, l'atmosphère du village semblait morose. De nombreuses maisons étaient abandonnées, les murs fissurés, les toits affaissés. Les vestiges d'une carrière d'ardoise se dressaient encore, témoins silencieux d'un passé sombre. La fumée noire ne s'échappait plus des cheminées, laissant place à de grands fours recouverts de poussière. Un vieil homme était assis sur le porche d'une maison délabrée, une canne à la main. Bresson s'approcha. « Bonjour, monsieur. Nous sommes de la police. Êtes-vous monsieur Gaston ?» Le vieil homme hocha la tête, ses yeux ternes mais méfiants. « C'est bien moi. Pourquoi venir de si loin ? Nous enquêtons sur une affaire à Belle-Rivière. Le nom d'Élodie Dubois est apparu dans l'enquête. Nous avons appris que sa famille venait d'ici. La connaissiez-vous ? » Monsieur Gaston soupira, son visage se tendant. « Élodie. Oui, je la connais depuis qu'elle est petite. C'était une enfant intelligente, travailleuse, qui aidait souvent sa mère. Mais elle a eu une vie difficile. Ses parents ont été forcés de travailler dans cette carrière jusqu'à ce qu'il tombe gravement malade. Son père est mort dans un des fours. Sa mère n'a pas tardé à le suivre. Son petit frère, encore jeune à l'époque, a survécu un temps, mais il est tombé malade et est mort lui aussi. » Mathieu déglutit, les yeux embués. « Alors c'est vrai, sa famille a été victime. » Monsieur Gaston hocha la tête. Nous savions tous à quel point sa blessure était profonde. Depuis, son regard a toujours gardé une lueur de braise. Elle parlait peu, mais quand elle vous regardait, on sentait le froid qui l'habitait. Quand elle a finalement déménagé à Belle-Rivière, beaucoup d'habitants se sont sentis soulagés, comme si le poids de sa douleur partait avec elle. Mais apparemment, elle n'a jamais vraiment disparu. Bresson écoutait, le visage sombre. Dans son esprit, il commençait à comprendre. La vengeance qui consumait maintenant Belle-Rivière prenait racine dans une vieille tragédie jamais résolue. Monsieur Gaston ajouta d'une voix tremblante, « La police est arrivée trop tard à l'époque. Beaucoup ont fait semblant de ne rien savoir. Le propriétaire de la carrière avait des relations haut placées. L'affaire a été étouffée. Les survivants ont choisi de se taire par peur. » Bresson serra les poings. La vengeance d'Élodie ne visait donc pas seulement les coupables, mais aussi tous ceux qui avaient fermé les yeux. Ils prirent congé de monsieur Gaston et se dirigèrent vers les ruines de la carrière. Au milieu de la poussière, des barreaux de fer rouillés étaient encore visibles. Bresson imagina les dizaines de personnes piégées ici, forcées de travailler sans relâche. Il imagina la petite Élodie voyant son père et sa mère succomber l'un après l'autre. L'atmosphère de la carrière était oppressante, même en plein jour. Mathieu murmura. « Patron, si sa vengeance vient de là, cela signifie qu'elle pense que tout le monde mérite de souffrir comme sa famille. » Bresson hocha la tête. « Et c'est ce qui la rend si dangereuse. Une telle vengeance ne connaît pas de limite. » Sur le chemin du retour vers Belle-Rivière, ils restèrent silencieux un long moment. La voiture traversait une forêt de chênes, les rayons du soleil couchant créant de longues ombres sur la route. Bresson finit par parler. « Nous ne faisons pas seulement face à une meurtrière, Mathieu. Nous faisons face à une femme qui porte les cicatrices de son enfance. Des cicatrices laissées par l'injustice. » Mathieu regarda par la fenêtre, le visage sombre. « Dans ce cas, patron, y a-t-il un moyen de l'arrêter sans faire plus de victimes ?» Bresson ne répondit pas tout de suite. Il regardait au loin, l'esprit en ébullition. D'un côté, il voulait arrêter Élodie par la loi. De l'autre, il était conscient que derrière cette terreur se cachait une orpheline qui avait pleuré la perte de toute sa famille. Pendant ce temps, dans sa maison de location à Belle-Rivière, Élodie était assise, seule, regardant une vieille photo de sa famille. Son père,
Sa mère et son petit frère souriaient sur le papier. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était l'ombre de leur corps meurtri par le travail forcé. Une larme coula sur sa joue, mais ses lèvres se courbèrent en un sourire étrange, un mélange de nostalgie et de haine. « Ne vous inquiétez pas, murmura-t-elle. J'ai commencé. Le village ressent la même douleur. » Cette nuit-là, la mairie de Belle-Rivière était remplie de visages tendus. Une grande carte du village était accrochée au mur, couverte de lignes rouges et de cercles. Le commissaire Bresson se tenait devant, expliquant les résultats de son enquête après son retour d'Ardoise Noire. « Toutes les victimes retrouvées dans la camionnette ont un lien avec le passé, dit-il d'une voix lourde. Certains de leurs ancêtres étaient impliqués dans la carrière d'Ardoise, d'autres étaient des familles de contremaîtres. Le schéma est clair, ce n'est pas une coïncidence. » Les habitants présents restèrent silencieux, certains baissant la tête, d'autres se regardant avec des visages pâles. Le maire, M. Moreau, finit par parler d'une voix tremblante. « Alors c'est bien ça. Une vengeance. » Bresson hocha la tête. « Je ne peux pas encore le confirmer à 100%, mais tout porte à le croire. » Dans un coin de la pièce, une femme se couvrit le visage avec son châle, ses épaules secouées par les sanglots. Sa fille, portée disparue, faisait partie des victimes. Ses pleurs brisèrent le silence, rendant l'atmosphère encore plus pesante. Après la réunion, Bresson appela Mathieu dans son bureau. « Nous sommes trop proches, Mathieu. Elle doit s'en douter. Nous devons nous préparer à une action plus audacieuse de sa part. » Mathieu hocha la tête, les yeux vifs. « Patron, je suis sûr qu'Élodie sait que nous avons fouillé son passé. Cela pourrait la rendre encore plus dangereuse. » Pendant ce temps, dans sa maison de location, Élodie était assise par terre, éclairée par une petite bougie. Devant elle, une carte du village avec des croix rouges sur plusieurs points. La mairie, le marché, l'église et la maison du maire. Sa main traça lentement la carte, puis s'arrêta sur un grand cercle au centre. « La dernière nuit, murmura-t-elle. La nuit où tout le monde se souviendra de mon nom. » Elle ouvrit une petite boîte en bois contenant la photo de sa famille. Le sourire de son père et de sa mère la regardaient depuis le papier jauni. Élodie caressa la photo, les doigts tremblants. Une larme tomba, mais ses lèvres esquissèrent un sourire amer. « Vous aurez justice. À ma manière. » Le lendemain matin, Élodie joua son rôle comme à son habitude. Elle se promena au marché, saluant les femmes avec un sourire aimable, et distribuant même des bouteilles de jus. Cependant, quelques regards la fixaient avec suspicion. Des chuchotements se faisaient entendre dans son dos. Certains croyaient encore en sa bonté, d'autres commençaient à ressentir une peur sourde. Pendant ce temps, Bresson reçut un nouveau rapport. « Patron, un habitant a vu Élodie s'arrêter près d'un entrepôt abandonné en dehors du village, » dit un gendarme. C'était tard dans la nuit. Bresson le regarda d'un air sérieux. « Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Nous devons surveiller ses mouvements discrètement. » La nuit suivante, une petite équipe de policiers se mit en place. Ils suivirent Élodie de loin. Elle marchait seule, un imperméable la protégeant de la pluie. Elle se dirigea vers un sentier menant à une petite colline à l'est du village. Cachée derrière un buisson, Mathieu murmura « Patron, elle se dirige vers le même entrepôt. » Bresson fit signe de rester silencieux. Ils virent Élodie s'arrêter devant le vieil entrepôt. Elle sortit quelque chose de son sac, ressemblant à une bouteille de liquide chimique, et entra à l'intérieur. Après un moment, elle ressortit, le visage calme, comme si de rien n'était. Elle repartit sans se retourner. Dès qu'Élodie eut disparu, Bresson et son équipe s'approchèrent. Ils trouvèrent la porte de l'entrepôt verrouillée de l'extérieur, mais l'air ambiant avait une odeur âcre, un mélange d'essence et de produits chimiques. Bresson plissa les yeux. Elle prépare quelque chose. De retour au bureau, Mathieu dit à voix basse « Patron, elle ne se cache plus. Elle nous montre délibérément ses mouvements. » Bresson hocha la tête, sombre. Cela signifie qu'elle est prête à nous affronter directement. Chez elle, Élodie était assise devant un miroir, arrangeant ses cheveux. Ses yeux reflétaient la petite flamme qui brûlait en elle. Elle savait que la police se rapprochait, mais au lieu d'avoir peur, elle se sentait défiée. La dernière nuit qu'elle avait prévue devait avoir lieu. Même si elle devait y risquer sa propre vie. « Je n'arrêterai pas », murmura-t-elle à son reflet. « Ils doivent le ressentir. » Et cette nuit-là, pour la première fois, Élodie sourit largement. Un sourire qui n'était plus un masque amical, mais celui d'une femme prête à déchaîner la tempête. La pluie s'abattait sur Belle-Rivière cette nuit-là. Des éclairs déchiraient le ciel, illuminant les maisons closes.
Au poste de gendarmerie, l'atmosphère était électrique. Le commissaire Bresson était assis devant son grand tableau couvert de notes et de photos. Ses yeux étaient fatigués, mais brûlaient d'une détermination sans faille. Mathieu se tenait à ses côtés, le visage tendu. « Patron, je pense qu'elle sait qu'on la surveille. » Bresson soupira. « Elle ne fait pas que le savoir, Mathieu. Elle veut qu'on se sente piégé. » Comme pour confirmer ses dires, le téléphone de Bresson vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Commissaire, vous me cherchez. »« C'est bien. Moi aussi, je vous observe. » Le visage de Bresson se durcit. Il montra le message à Mathieu. Le jeune homme lut rapidement, puis le regarda avec anxiété. « Patron, ça veut dire qu'elle suit tous nos mouvements. » Avant qu'ils aient pu en dire plus, un nouveau message arriva. « N'oubliez pas. Les gens dans la camionnette n'étaient qu'un début. Vous êtes trop lent, commissaire. » Bresson serra son téléphone. Il savait qui était l'expéditeur. Même sans nom, seule Élodie oserait le défier de cette manière. Dans sa maison de location, Élodie était assise calmement, jouant avec son téléphone. La pluie battante à l'extérieur créait l'ambiance parfaite pour son plan. Sur une petite table, une bougie vacillait, sa lumière dansant sur les murs. Elle sourit, puis tapa un nouveau message. « Je sais où vit votre famille, Bresson. Vous pouvez protéger le village, mais pouvez-vous protéger votre propre maison ?» Le lendemain matin, le téléphone de Bresson sonna brutalement. Sa femme, paniquée, lui dit qu'un inconnu s'était tenu devant leur maison un instant. Quand elle était sortie, il était parti. Mais une rose rouge avait été laissée sur le portail. Bresson sentit sa poitrine se serrer. Il calma sa femme d'une voix grave. « Ne panique pas. Ferme toutes les portes et les fenêtres. Ne laisse personne entrer. » Il envoya immédiatement quelques gendarmes pour surveiller sa maison. Après avoir raccroché, il serra les poings. « Elle a commencé à m'attaquer personnellement. Ce n'est plus une simple affaire. C'est la guerre. » Mathieu, qui avait tout entendu, était furieux. « Patron, peut-être qu'on peut la piéger à son propre jeu ? Si elle aime les jeux psychologiques, faisons-lui croire qu'on n'en sait plus qu'elle ne le pense. » Bresson secoua la tête. « Une personne comme elle ne se laisse pas berner facilement. Nous devons être patients et rassembler des preuves tangibles. Mais une chose est sûre, nous ne pouvons plus la sous-estimer. » Au village, les rumeurs devenaient de plus en plus folles. Certains juraient avoir vu l'ombre d'une femme près de la maison de Didier avant qu'il ne soit retrouvé mort. D'autres prétendaient avoir entendu le bruit d'une camionnette au milieu de la nuit, alors que les rues étaient désertes. La peur s'intensifiait. Le maire, M. Moreau, finit par se rendre à la gendarmerie, le visage pâle. « Nous ne supportons plus de vivre comme ça, » dit-il à voix basse. « Les gens commencent à partir. Si ça continue, Belle-Rivière mourra à petit feu. » Bresson le regarda droit dans les yeux, sa voix grave. « Nous ne laisserons pas le coupable s'en tirer, mais nous avons besoin de votre coopération. Ne cachez aucune information, même la plus insignifiante. » La nuit suivante, une enveloppe anonyme arriva au poste de police. À l'intérieur, une photo de la famille de Bresson faisant ses courses au marché, prise discrètement de loin. Au dos de la photo, un message effrayant, « Tout le monde peut être une victime. Même ceux que vous aimez le plus. » Mathieu, en voyant la photo, était abasourdi. « Patron, c'est trop. Elle surveille vraiment votre famille. » Bresson resta silencieux un long moment. Sa respiration était lourde, mais son regard devint de plus en plus perçant. « Elle veut me faire flancher. Mais c'est la preuve qu'elle est de plus en plus acculée. » De son côté, Élodie savourait chaque étape de son jeu. Elle était assise avec un verre de vin bon marché à la main, un sourire de satisfaction sur les lèvres. Mais derrière ce sourire, une ombre commençait à la hanter. Parfois, elle entendait la voix de son petit frère l'appeler de loin. Parfois, elle croyait voir sa mère debout dans un coin de la pièce, la regardant avec déception. Élodie ferma les yeux un instant, retenant ses émotions. « Non, ce n'est pas fini. Ils doivent tous ressentir la souffrance que j'ai endurée. Je ne peux pas flancher maintenant. » La pluie se remit à tomber cette nuit-là. Bresson se tenait devant la fenêtre de son bureau, regardant le ciel sombre. Dans son cœur, il savait qu'Élodie était là, dehors, peut-être en train de regarder dans la même direction. « Si c'est un jeu d'ombre, murmura-t-il, je tiendrai bon. Mais n'oublie pas, chaque ombre a besoin de lumière pour exister. Et je serai cette lumière. » Cette nuit-là,
la mairie de Belle-Rivière était remplie de visages pâles et d'yeux cernés par le manque de sommeil. Les habitants s'étaient rassemblés après que le maire eut insisté auprès de la police pour avoir des réponses. Des lampes à huile étaient placées dans chaque coin, leur lumière vacillant au gré du vent nocturne. L'atmosphère était si tendue que personne n'osait parler fort. Un vieil homme, la voix tremblante, dit qu'il vivait dans la peur depuis trop longtemps. Les gens mouraient les uns après les autres, et ils ne faisaient qu'attendre leur tour. Jusqu'à quand devrons-nous vivre comme ça? Se plaignit-il. Le commissaire Bresson se tenait devant eux. Son visage était dur, mais ses yeux trahissaient une fatigue qu'il ne pouvait cacher. Je sais que vous êtes inquiet. Croyez-moi, nous travaillons sans relâche. Le coupable devient de plus en plus audacieux, mais c'est le signe qu'il est acculé. Les habitants chuchotaient encore, certains baissant la tête, d'autres jetant des regards inquiets vers la porte, comme s'ils craignaient de voir quelque chose apparaître. Soudain, la porte de la mairie s'ouvrit. Le vent de la nuit s'engouffra, faisant danser les flammes des lampes. Une silhouette de femme se tenait sur le seuil. Un imperméable noir couvrait son corps. Son visage était pâle, mais sa beauté restait frappante sous la lumière vacillante. Tout le monde retint son souffle. C'était Élodie. Elle avança lentement, le bruit de ses sandales résonnant dans le silence. Elle retira son imperméable, révélant une simple robe blanche. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Pardonnez-moi si je dérange cette réunion importante », dit-elle d'une voix calme. Trop calme pour une atmosphère aussi tendue. Le maire se leva, le corps tremblant. « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Bresson et Mathieu se levèrent d'un bond, leurs mains se posant instinctivement sur la crosse de leurs armes. Mais Élodie leva les mains comme pour se rendre. « Du calme, commissaire. Je ne suis pas venue pour m'enfuir. Je suis venue pour délivrer un message. » Avant que quiconque ait pu bouger, Élodie frappa 2 fois dans ses mains. De l'extérieur, on entendit le bruit d'un moteur de camionnette s'approcher. Les habitants poussèrent de petits cris, certains reculant. Le cœur de Bresson battait à tout rompre. La camionnette s'arrêta juste devant la mairie. La porte arrière s'ouvrit brutalement, libérant une odeur pestilentielle qui envahit la pièce. À l'intérieur gisaient 3 nouveaux cadavres, 2 hommes et une femme, le visage bleu, manifestement morts depuis peu. Les cris des habitants éclatèrent. Certains s'évanouirent, d'autres pleuraient hystériquement, et quelques-uns s'enfuirent de la mairie, paniqués. Élodie se tenait droite, regardant Bresson. « Vous le voyez vous-même, commissaire. Je ne me cache pas. Je vous montre tout, devant vous. Ce n'est pas un simple meurtre. C'est un message. Personne n'est en sécurité. » Mathieu sortit son arme, les yeux pleins de colère. « Ne bouge pas, Élodie. Tu es folle. » Élodie se tourna vers lui avec un sourire amer. « Peut-être. Mais cette folie est née de vous aussi. D'un monde qui se soucie plus de l'argent que de la vie. » Bresson fit un pas en avant. Sa voix était grave. « Tu as dépassé les bornes. Tu penses qu'en les terrorisant, tu peux justifier ce que tu fais ?» Élodie s'approcha, à quelques mètres de lui, les yeux brillants de colère. « Je n'ai pas besoin de justification, commissaire. Je veux seulement qu'il ressente la perte que j'ai subie. Tous les habitants de ce village ont leur part de responsabilité. Ils ont fermé les yeux quand ma famille a été détruite. Et vous, la police, soi-disant protectrice, vous êtes pareil. » La tension monta. Soudain, Élodie sortit quelque chose de sa poche. Pas un couteau ou un pistolet, mais une petite clé qu'elle jeta par terre. « Si vous voulez en savoir plus, cherchez l'entrepôt au bord de la forêt à l'est. Mais n'oubliez pas, le temps presse. » Avant que quiconque ait pu réagir, Élodie s'enfuit. Bresson tenta de la poursuivre, mais une petite explosion retentit à l'extérieur. La camionnette explosa partiellement, les flammes faisant hurler les habitants. Dans le chaos, Élodie disparut dans la nuit. Une fois l'incendie maîtrisé, Bresson se tenait près des restes calcinés de la camionnette. Les corps des victimes avaient été retirés, mais une odeur de brûlé persistait. Les habitants s'étaient rassemblés, paniqués et en colère. Mathieu regarda Bresson, perplexe. « Patron, pourquoi nous a-t-elle donné un indice ? Comme si elle voulait qu'on trouve quelque chose. » Bresson soupira. « Parce qu'elle joue avec nous. Elle veut contrôler le jeu. Si nous allons à cet entrepôt, ce sera peut-être un piège, ou peut-être une vérité qu'elle a délibérément laissée derrière elle. » Le maire regarda Bresson, les yeux remplis de peur. « Arrêtez-la, s'il vous plaît. Le village n'en peut plus. » Bresson regarda droit vers la forêt à l'est,
les yeux pleins de détermination. Je l'affronterai, quoi qu'il en coûte. Si c'est un jeu qu'elle a commencé, je le terminerai. De son côté, Élodie marchait seule sur un sentier sombre. Son imperméable était de nouveau sur ses épaules. La pluie tombait à verse, mais elle s'en moquait. Ses larmes se mêlaient aux gouttes de pluie sur ses joues. Je leur ai montré. Personne ne peut échapper à mon ombre. Ni Bresson, ni les habitants, ni personne, murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, une petite voix commençait à se faire entendre. La voix douce de son petit frère, comme s'il disait « Grande sœur, arrête. Ce n'est pas la solution. » Élodie se boucha les oreilles, accélérant le pas vers la forêt. « Tais-toi. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. » Et seule la pluie de cette nuit fut témoin de l'ombre de cette jolie femme disparaissant lentement dans l'obscurité. La forêt à l'est de Belle-Rivière était encore enveloppée de brouillard matinal lorsque le convoi de police s'engagea sur un chemin étroit menant à un vieil entrepôt. La route de terre, détrempée par la pluie de la veille, obligeait les véhicules à avancer lentement. Le commissaire Bresson était assis à l'avant de la voiture de tête, le visage tendu. Mathieu, à ses côtés, consultait une carte. Patron, d'après les informations, cet entrepôt servait autrefois au stockage de bois. Il est abandonné depuis longtemps, mais les traces que nous avons trouvées la nuit dernière mènent ici. Bresson hocha la tête sans un mot. Il savait qu'Élodie n'avait pas donné cet indice sans raison. C'était soit la source de la vérité, soit un piège mortel. Arrivés sur place, ils découvrirent un grand bâtiment aux murs de tôle rouillée, entouré de hautes herbes. La porte d'entrée était fermée par un gros cadenas. Bresson fit un signe. 2 policiers s'approchèrent et coupèrent le cadenas avec une pince Monseigneur. Dès que la porte s'ouvrit en grinçant, un air froid et une odeur de putréfaction les assaillirent. Tout le monde se couvrit le nez. Mathieu alluma sa lampe torche, et ce que la lumière révéla leur glaça le sang. Dans la pièce sombre, des cages en fer de petite taille, juste assez grandes pour une personne, étaient alignées. Certaines étaient vides, mais les traces d'ongles sur les parois en fer témoignaient d'une lutte désespérée. D'autres contenaient encore des vêtements sales, des sandales usées, et même des mèches de cheveux. « Mon Dieu » murmura un jeune policier, la voix tremblante. « Ce n'est pas un entrepôt, c'est une prison. » Dans un coin de la pièce, Mathieu découvrit un grand panneau en bois avec des croix rouges. En dessous, des noms étaient inscrits, certains déjà barrés. Bresson les fixa longuement, les yeux durcis. Ces noms correspondent aux victimes que nous avons trouvées dans la camionnette. Alors qu'ils avançaient, un faible bruit se fit entendre derrière un tas de sacs. Les policiers s'approchèrent rapidement et écartèrent les sacs. Un homme d'âge mûr était attaché là, le corps faible, les yeux mi-clos. Il était encore en vie. « Aidez-moi » murmura-t-il. Ils le détachèrent rapidement, lui donnèrent un peu d'eau, puis le transportèrent à l'extérieur. L'homme avait survécu, bien que maigre et affaibli par des jours sans nourriture. Mais ce soulagement fut de courte durée. En inspectant le mur du fond, Mathieu découvrit une petite boîte en métal avec des fils reliés à la porte. « Patron, c'est une bombe » cria-t-il, paniqué. Bresson hurla immédiatement, « Tout le monde dehors, maintenant !» Les policiers s'enfuirent de l'entrepôt, emportant l'homme qu'ils venaient de sauver. Quelques secondes après avoir atteint une distance de sécurité, une violente explosion secoua la forêt. Des flammes s'élevèrent vers le ciel, projetant des morceaux de tôle. L'entrepôt fut instantanément détruit, ne laissant qu'un épais nuage de fumée noire. Les habitants du village, alertés par l'explosion, sortirent de chez eux, paniqués. Ils virent la fumée s'élever de la forêt et apprirent que la police avait failli être victime d'un piège. Bresson se tenait là, regardant les flammes dévorer l'entrepôt, la mâchoire serrée. Élodie savait que nous viendrions. Elle a délibérément laissé un survivant pour que son message nous parvienne. Et ce piège est un avertissement, elle a toujours une longueur d'avance. Mathieu, le souffle court, était en colère. « Patron, elle se joue de nous. Combien de temps allons-nous la laisser semer la terreur ?» Bresson regarda la fumée qui obscurcissait le ciel. Elle n'arrêtera pas tant que tout le monde n'aura pas ressenti la douleur qu'elle endure. Mais nous n'arrêterons pas non plus. Cette nuit-là, le village sombra encore plus dans la peur. Les habitants se rassemblèrent à l'église, priant pour que la tempête passe. Mais derrière leurs prières, ils savaient que la menace était de plus en plus réelle. Dans un lieu secret, loin de l'agitation, Élodie était assise, seule. La petite flamme d'un poêle éclairait son visage pâle. Elle savait que la police avait découvert une partie de son secret, mais c'était exactement ce qu'elle voulait.
Un léger sourire de satisfaction se dessina sur ses lèvres. « Vous avez vu ma petite prison » murmura-t-elle. « Mais vous n'avez pas encore vu la fin de tout ça. » Elle ferma son carnet, souffla sur les braises du poêle, puis sortit dans l'obscurité. La pluie se remit à tomber, mouillant la terre. Son ombre s'allongea, comme si elle ne faisait qu'un avec la nuit. Le ciel de Belle-Rivière était sombre cette nuit-là, sans étoiles. Des nuages noirs pesaient sur le petit village, comme un fardeau invisible. Depuis l'explosion de l'entrepôt, les habitants ne dormaient plus tranquillement. Ils fermaient leurs portes à double tour, laissaient les lampes allumées toute la nuit. Les prières étaient récitées, mais la peur dominait toujours les cœurs. Le commissaire Bresson était assis à la mairie avec Mathieu et quelques autres agents. Devant lui, une carte couverte de points rouges. Chaque ligne tracée était un fil menant au plan final d'Élodie. Rémi, le seul survivant, était assis dans un coin de la pièce. Son corps était encore faible, mais il insistait pour rester éveillé. « Je l'ai entendu, dit-il à voix basse. Elle a parlé de la dernière nuit. La nuit où tout le village se souviendra de son nom. Ce n'était pas une menace en l'air. » Bresson hocha la tête, le visage sombre. « Ce soir, elle tentera quelque chose de plus grand. Nous ne devons pas baisser notre garde. » Ils divisèrent les équipes. Le marché, l'église, la mairie et la maison du maire furent placés sous haute surveillance. Tous les habitants furent priés de rester chez eux. Personne ne devait sortir. Le village ressemblait à un champ de bataille attendant l'assaut. À minuit pile, les lumières de la route ouest du village s'éteignirent d'un coup. Le bruit d'un moteur de camionnette se fit entendre au loin, résonnant dans les rues étroites. Les habitants, cachés chez eux, se bouchèrent les oreilles. Les enfants pleuraient de peur. Mathieu courut vers l'ouest avec 2 autres policiers. Derrière le brouillard nocturne, il vit la silhouette d'une femme. Ses longs cheveux flottaient au vent. Son imperméable noir claquait. Dans sa main, elle tenait un petit détonateur noir. C'était Élodie. Mathieu pointa son pistolet. « Ne fais pas ça, Élodie. » Élodie le regarda avec un sourire amer. « La dernière nuit est arrivée. Personne ne peut plus m'arrêter. » Le commissaire Bresson s'approcha lentement, le pas assuré malgré son cœur qui battait la chamade. « Élodie, tu n'es pas obligée de faire ça. Il y a une autre solution. Parle-nous. » Élodie rit, un rire amer. « À quoi bon parler quand ma famille est morte pour rien et que personne ne s'en est soucié? Ce village a fermé les yeux. La police n'a bougé que lorsque les caméras sont arrivées. Vous êtes tous les mêmes. » Rémi cria de loin, sa voix rauque. « Élodie, j'étais dans cet entrepôt. Je t'ai vu pleurer en nous quittant. C'est la preuve que tu as encore un cœur. Ne fais pas ça. » Le regard d'Élodie vacilla un instant. Mais elle leva de nouveau le détonateur. « Tu es en vie parce que je l'ai permis. Mais ce soir, tout doit se terminer. » Bresson retint le bras de Mathieu, qui serrait son arme. « Non. Si on lui tire dessus, son doigt pourrait appuyer sur le bouton. » Élodie sourit, les yeux brillants. « Très perspicace, commissaire. Mais il est trop tard. » Soudain, une petite explosion retentit au nord du village. Un petit incendie commença à lécher un entrepôt vide. Les habitants crièrent. Bresson comprit immédiatement. C'était une diversion. La bombe principale était entre les mains d'Élodie. Il la regarda droit dans les yeux. « Si tu fais vraiment ça pour ta famille, écoute-moi. J'ai aussi perdu des êtres chers, Élodie. Mais j'ai choisi de survivre, pas de détruire. Ne les fais pas mourir une seconde fois en devenant un monstre. » Élodie resta silencieuse quelques secondes. Une vieille photo de sa famille tomba de sa poche, s'ouvrant sur le sol. Le sourire de son petit frère était visible à la lueur de la lune. Sa main se mit à trembler. « Tais-toi, » murmura-t-elle. « Tais-toi. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. » Bresson vit une ouverture. Il s'élança, donnant un coup de pied dans le détonateur. L'objet vola et fut rattrapé par un policier. Mathieu maîtrisa immédiatement Élodie par derrière. « Lâchez-moi. Ne m'arrêtez pas. » hurla-t-elle, hystérique, les larmes coulant sur son visage désespéré. Mais la grande explosion qu'elle avait prévue n'eut jamais lieu. Belle-Rivière avait survécu à la dernière nuit. Élodie tomba à genoux, frappant le sol de ses poings. Non, il devait le ressentir. Il devait connaître ma douleur. Bresson se pencha vers elle, sa voix ferme mais empreinte de pitié. « Je sais que tu es blessée.
Je sais que tu as tout perdu. Mais ce n'est pas la solution. Tu n'as pas seulement détruit le village, mais aussi le seul espoir que ta famille soit commémorée dignement. Les yeux d'Élodie étaient humides, sa voix un murmure. Peut-être que je suis un monstre. Mathieu la tenait toujours fermement. Tu n'es pas un monstre, Élodie. Tu as juste choisi le mauvais chemin. Mais ce soir, ton jeu est terminé. La police lui passa les menottes et l'emmena dans une voiture. Les habitants, qui s'étaient cachés, sortirent enfin. Certains la regardaient avec colère, d'autres restaient silencieux, incrédules que la femme qu'ils avaient connue comme si généreuse soit l'auteur de toutes ces tragédies. Le maire baissa la tête, plein de remords. Nous avons tous eu tort. Nous avons fermé les yeux à l'époque, et voici ce que nous avons récolté. Rémi regarda Élodie de loin, le cœur serré. Il savait que sa vengeance était née d'une blessure réelle. Mais il savait aussi que son destin était désormais scellé. La nuit se termina sans grande explosion, mais avec une blessure plus profonde que tout. Belle-Rivière resterait à jamais marquée, non seulement par les 79 cadavres, mais aussi par une femme nommée Élodie qui avait choisi le chemin de la vengeance. Dans la voiture de police, Élodie regardait par la fenêtre.